bienvenue au nouveau webinaire sur le métier d'infirmière libérale. Voilà, qui je suis? En fait, je suis infirmière libérale depuis maintenant 1 an et demi. Auparavant, j'ai été au poste dans un service d'urgence et en médecine générale, ce qui est une bonne base en fait pour être libérale. Et je suis également l'auteur des 100 fiches outils incontournables de l'infirmier. C'est un petit pense-bête à glisser dans la poche des élèves infirmiers ou des jeunes diplômés pour les aider dans leur vie professionnelle. Ce livre, en fait, est basé sur mon expérience professionnelle en tant que jeune infirmière et aussi en tant qu'étudiante. J'ai vraiment essayé d'adapter ce livre en fonction des besoins que vous allez rencontrer le plus souvent. Voilà, donc c'est ce que je vous explique. C'est un petit outil vraiment où on parle aussi bien du cadre législatif que des pathologies qu'on rencontre le plus, des normes, etc. Et que vous pourrez aussi aisément compléter vous-même de façon à ce qu'il vous devienne le plus personnel possible. Alors, qu'est-ce que le libéral? C'est effectuer des soins infirmiers au domicile des patients ou dans un cabinet infirmier. Donc, on est vraiment hors structure. Donc, on a toujours notre rôle propre, c'est-à-dire tout ce qui est les AIS, les actes de soins infirmiers, le nursing, mais aussi également les actes médicaux infirmiers, donc les actes sur prescription. Donc, tout ce qui est gestes techniques, l'éducation thérapeutique, les bilans sanguins, etc. Voilà ce qui caractérise le libéral, mais on est vraiment sur vraiment du job infirmier, sauf qu'on adapte. Qu'est-ce qu'il faut pour être infirmier libéral? Vraiment au niveau administratif basique, en fait, on demande une autorisation à la CPAM de pouvoir exercer. Et pour ça, il faut leur donner quelques petites justifications. On doit justifier de 1800 heures en structure pour être considéré comme remplaçant et 3200 heures pour s'installer en tant que titulaire. J'insiste bien sur la structure. En fait, on est vraiment sur de l'hospitalier. Une jeune infirmière qui va attaquer sa carrière par infirmière scolaire, par exemple, ne pourra pas être validée en tant que remplaçante puisqu'on aura perdu l'essentiel des gestes techniques. Le job d'infirmière scolaire, c'est essentiellement du relationnel, du suivi, de la santé publique. Donc, malheureusement, on ne pourrait pas exercer en tant qu'infirmière libérale en ayant commencé sa carrière comme ça. Et on demande un temps plus important pour s'installer en tant que titulaire, c'est-à-dire soit en collaboration, soit en nom propre, parce qu'il faut en même temps avoir une certaine expérience et une certaine expertise. Il faut être à jour de ses cotisations à l'ordre infirmier parce que c'est devenu obligatoire depuis 2017. Certaines infirmières que vous rencontrerez en stage vous diront qu'elles ne sont pas inscrites à l'ordre infirmier, mais vous devez le faire. Et il faut du coup obtenir cette autorisation de la CPAM, justement, grâce aux papiers qu'ils vont vous demander pour justifier de votre parcours professionnel. Et après, il faut aussi s'inscrire à l'URSSAF et à la caisse de retraite, puisqu'on passe gentiment du côté des indépendants, le côté obscur. Mais alors en pratique, c'est quoi les qualités pour être infirmière libérale? Alors, c'est vraiment avoir une expérience professionnelle variée. Parce que les soins de ville, ils sont vraiment les plus divers que vous pourrez rencontrer. Ce n'est pas comme dans un service de néphro ou de cardio où vous serez vraiment spécialisé dans un type de pathologie. Là, vous allez rencontrer un petit peu de tout. Vraiment de la prise de sang, des pansements, des retraits de chimio, des alimentations, des ablations de fils, vraiment assez diversifiées. Et du fait que vous soyez seul, en fait, il faut vraiment que vous ayez eu un parcours intéressant, professionnel, de façon à pouvoir parer au plus de situations possibles. Vous n'êtes pas non plus seul au monde sur une île. Effectivement, vous aurez des collègues infirmières qui peuvent vous aider, mais vous, d'emblée, en fin de compte, vous serez vraiment la personne référence pour le patient. C'est pour ça que je vous dis aussi, voilà, il faut être autonome, avoir de l'expertise dans la prise en charge des plaies et des pathologies chroniques, tout ce qui est diabète, hypertension, BPCO, insuffisance cardiaque, beaucoup de pathologies, vraiment le plus courant. Je vous parle aussi d'un savoir-être et d'un respect
parce que justement, on n'est pas dans cette structure hospitalière où le patient se met à disposition du soignant et de l'équipe soignante. On rentre dans leur intimité, on rentre chez eux. Donc, on n'est pas du tout sur la même dimension de soins. On est vraiment sur la médecine de ville à l'ancienne, en fait. On rentre chez les gens, on côtoie les gens, on leur parle, ils nous ouvrent vraiment tout leur univers. Il faut aussi une bonne capacité d'organisation parce qu'en fonction des cabinets et en fonction du travail, des fois, les tournées peuvent être compliquées. Faut vraiment essayer de s'organiser au maximum puisque souvent les temps de trajet sont chronophages. Donc, si on veut pouvoir donner un maximum de temps aux patients, il faut vraiment bien s'organiser au niveau de ses soins, etc. Voilà, le domicile, c'est un autre monde. Pour certains d'entre vous qui sont en stage et qui rencontrent des difficultés, certains me disent, déjà des élèves me disent que le libéral, pour eux, c'est vraiment un truc qui leur correspondrait, oui, parce que c'est vraiment autre chose. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, on est vraiment sur une dimension du soin où on vit avec le patient. Vraiment, c'est vraiment, voilà, le patient, pour lui, c'est son infirmière. Ce n'est pas l'infirmière de l'équipe du matin ou de l'équipe du soir. On a vraiment une place prépondérante pour eux. Le lien se crée vraiment entre le patient et l'infirmière. Moi, j'ai des patients qui connaissent les photos de mes enfants, qui savent que j'ai un chien. Je sais aussi, je connais leur histoire de famille, parfois douloureuse, parfois sympathique. Euh, et il y a aussi le fait que pour certaines personnes, on est aussi les seules visites de la journée. Il faut bien entendre qu'on a quand même pas mal de populations âgées qui ont besoin d'une infirmière et qui ont des enfants qui sont loin, éloignés, brouillés, qui n'ont pas d'enfants. Donc, le seul lien social qu'ils ont, en fait, c'est avec les intervenants qui viennent chez eux. Donc, infirmières, aides-soignantes, auxiliaires de vie, portage des repas, femmes de ménage, voilà. Et donc, du coup, la confiance, elle s'instaure et ça permet vraiment une alliance thérapeutique géniale. En fait, le patient va avoir confiance en ce que vous allez lui dire. Et bien souvent même, moi, j'ai des patients qui vont chez des médecins et qui m'appellent derrière ou quand ils me voient le lendemain, me disent, voilà, il m'a dit ça, mais je n'ai pas compris. Vous pouvez regarder, vous pouvez me dire, parce qu'on devient un petit peu leur support, leur référence aussi, parce qu'on traduit un petit peu le vocabulaire médical des médecins. Alors ça, c'est un truc qu'il va savoir faire, même en service, il faut savoir le faire. Et aussi, soigner à domicile, ça implique s'adapter à l'environnement. On n'a pas toujours un côté aseptisé comme à l'hôpital. Vous pourrez désinfecter votre adaptable, etc. Des fois, on fait comme on peut. Voilà. C'est pas toujours évident, mais le plus important, voilà, c'est de vraiment faire au plus propre et au plus bénéfique pour le patient. Et en tant que professionnel de santé, on fait aussi des prescriptions, les infirmières. Vous, en service, vous ne serez pas amené à en faire, sauf si vous devenez après infirmière clinicienne ou infirmière stomato. Mais nous, en libéral, on en fait énormément. Bien souvent, les patients sortent avec des manques de matériaux et d'ordonnances. Donc, c'est là que l'expertise revient. Il faut savoir ce qu'on a le droit de prescrire et surtout ce qu'on doit prescrire pour une plaie, pour un patient diabétique, etc. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une variété de soins super importante. On passe de la surveillance aux retraites chimio, ce qui est vraiment très intéressant. On fait aussi des pansements post-opératoires, les plaies chroniques, tout ce qui est ulcères, escarres, etc. On part de l'évaluation à la cicatrisation, d'où vraiment avoir l'importance d'avoir une bonne connaissance au niveau des plaies, des types de pansements, pour pouvoir justement orienter cette cicatrisation qu'on appelle la cicatrisation dirigée. La prise en charge et l'éducation des patients avec des pathologies chroniques. On appelle ça le PRADO. En fait, c'est vraiment prendre un temps dédié aux patients
pour leur parler de leur maladie chronique, leur apprendre à vivre avec, leur apprendre ce que sont leurs traitements et à quoi ils servent, leur apprendre les signaux d'alerte, la diététique, l'hygiène de vie, notamment pour les insuffisants cardiaques, en fait, ou même les BPCO, beaucoup sont diagnostiqués très tard. Quand vraiment une BPCO est arrivée au stade 3, là, c'est le moment où il faut vraiment taper dans la butte et bien leur expliquer ce qu'il en est de leur maladie pour qu'ils puissent être acteurs de leurs soins et de leur maladie. Les soins de stomie, tout ce qui est colostomie, néphrostomie, on en fait. Juste après la chirurgie ou en début de soins. Après, certains patients deviennent autonomes, donc justement, on travaille aussi à cette autonomie, d'où le retour à l'éducation thérapeutique. La surveillance et le changement de sonde urinaire, sachant que la surveillance, elle, n'est pas cotable par la CPAM, on n'a jamais compris pourquoi. Donc, on surveille à titre gratuit une sonde urinaire et on les change. Ça, par contre, c'est pris en charge. La distribution des médicaments et la surveillance de leurs effets, d'où l'important d'avoir une bonne connaissance pharmaco. Là, vous êtes tout seul, ce n'est pas le médecin qui va pouvoir déterminer, c'est vous justement qui allez alerter le médecin s'il y a un souci avec un médicament. S'il y a un médicament d'hypertension justement qui est trop dosé, qui provoque des hypotensions ou qui n'est pas assez efficace justement, où on a des pics tensionnels, c'est à vous, infirmière, d'appeler le médecin traitant et de dire voilà, tel traitement que vous avez mis en place, voici les effets, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Voilà, il y a vraiment un lien à faire. L'aide au retour à domicile grâce au protocole Prado que je vous parlais tout à l'heure. Les HAD, donc les hospitalisations à domicile, ce n'est pas forcément les infirmières du service HAD qui gèrent les patients. Nous aussi, infirmières libérales, si le patient le désire, il peut vouloir que ce soit nous qui soyons les infirmières. Dans ces cas-là, il faut être disponible 24 heures sur 24. C'est-à-dire que même si la nuit, ça ne va pas, on doit se déplacer et y aller. Les alimentations entérales et parentérales, les soins de trachéotomie. Et encore, je vous ai mis 3 petits points parce qu'on a une multitude de soins. On ne peut pas imaginer, en fait, tant qu'on n'a pas testé un petit peu le libéral. Même moi, au début, j'ai eu des surprises. Et là, voilà, c'est ce que je vous parlais. On est le lien entre l'hôpital et le patient, l'hôpital et le médecin de ville. Vraiment, l'infirmière libérale, elle s'assure que le patient revient à domicile avec toutes les prescriptions médicales adaptées parce que bien souvent, c'est des internes ou des médecins qui gèrent un patient à l'instant T, mais l'infirmière, elle a l'habitude de son patient, elle sait ce dont il a besoin et parfois, justement, elle fait le lien avec les services toujours dans l'intérêt du patient parce que le patient ne peut pas forcément expliquer au médecin ou ne sait pas comment le faire. Donc, justement, avoir un dialogue professionnel avec d'autres professionnels de santé, justement, permet de vraiment de donner un retour au patient à domicile qui soit vraiment bon et pour lui est vraiment intéressant. Et dans d'autres cas, on peut être amené à les faire hospitaliser, justement, quand on fait des patients qui sont en suivi de chimio ou en poussée de certaines maladies chroniques, on peut de nous-mêmes soit directement appeler le service qui gère le patient, ça arrive, on fait des hospitalisations directes ou un passage aux urgences, ou alors dans certains cas, justement, on a des urgences. Il nous arrive d'arriver chez des patients et que des patients soient vraiment en situation d'urgence vitale. Donc, nous, on a l'obligation de faire les premiers soins, ce qui est normal, et d'appeler les secours afin justement qu'il y ait une prise en charge SAMU qui soit faite et qu'il soit emmené au plus vite au service d'urgence. Donc, d'où l'intérêt d'être autonome et d'avoir de bonnes bases. Et oui, je me répète, voilà, l'infirmière libérale, elle peut être en contact avec le médecin généraliste aussi pour établir des protocoles de soins, ce qu'on appelle maintenant les DSI ou les BSI, c'est des démarches de soins en fin de compte, où l'infirmière, elle réalise entièrement l'autonomie, la dépendance des patients, les besoins du patient et elle établit un protocole de soins qu'elle soumet au médecin traitant. Une fois que le médecin traitant le valide, on est parti pour 1 an. Donc, ça va d'une base de soins de nursing, d'aide à la toilette, avec les passages pour les médicaments, les passages pour les insulines, etc.
C'est quelque chose qui a été mis en place par la CPAM de façon à aider à la gestion des patients à domicile et qui a justement le mérite de laisser vraiment à l'infirmière et au médecin la main pour établir le protocole de soins, ce qui est vraiment une avancée et aussi une reconnaissance pour notre métier et qui permet vraiment d'ajuster les prises en charge. Alors là, on passe au côté moins sympa, la partie administrative, parce que dans les services, oui, effectivement, l'infirmière fait un petit peu de secrétariat, vite fait, elle prend des rendez-vous. Mais alors, en infirmière libérale, eh ben, voilà, il faut se poser, il faut un ordinateur, une imprimante, et il faut bien se poser parce que malheureusement, l'administratif, on en a. On ne peut pas avoir que des avantages à être en libéral aussi, ça serait trop beau. Donc, on exerce une profession libérale, c'est-à-dire qu'on est indépendant, on touche directement nos honoraires par la CPAM, les mutuelles ou parfois les patients quand il y a des soins qui ne sont pas pris en charge ou quand on a des patients qui n'ont pas de mutuelle, parce que ça arrive. Voilà, des patients sans mutuelle, malheureusement, qui n'ont pas le droit à la CMU, mais qui n'ont pas de mutuelle, ça arrive. Il y a aussi les aides médicales d'État, etc. Mais une infirmière qui décidera d'être remplaçante, elle n'a pas d'obligation de facturer puisqu'elle remplace une infirmière titulaire. Donc, du coup, c'est sa titulaire qui, elle, va se taper tout l'administratif. Alors, si vous voulez tester le libéral, mettez-vous remplaçante au début. Voilà, vous aurez la belle vie. Les titulaires, nous, on doit se procurer un logiciel de facturation avec un lecteur de carte vitale parce qu'on réalise ce qu'on appelle des télétransmissions aux caisses et aux mutuelles. Tout se passe par informatique. Dans le temps, il fallait faire des photocopies, tout envoyer aux caisses, aux mutuelles et attendre les retours. Là, maintenant, c'est vraiment simplifié avec le système Noémie qu'ont les hôpitaux, qu'ont les sociétés d'ambulance, les médecins. Ça simplifie les choses. Il faut juste vérifier qu'on facture bien les bons soins. Normalement, le logiciel, il est très sympa parce qu'il nous oriente quand on fait des bêtises. Ils savent que les infirmières, on a peut-être en l'air des fois. On est là pour soigner les gens, on n'est pas vénal, donc des fois, on oublie un petit peu certaines choses. Et du coup, pour pouvoir facturer, on doit connaître la NGAP, la nomenclature de facturation des professionnels de santé. C'est notre Bible pour facturer les soins. Voilà, c'est là-dessus qu'on pleure quand on se rend compte qu'on a des soins qui sont essentiels mais qui ne sont pas pris en charge. Et c'est là-dessus aussi qu'on se réfère pour bien facturer correctement nos soins, pour être vraiment dans les clous et pour aussi manger, parce que ça aide. La gestion administrative, ça prend du temps. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. L'avantage avec les logiciels aujourd'hui, c'est qu'on en gagne quand même. Mais il faut vraiment se poser, je dirais à peu près, 3-4 heures par semaine quand même pour vraiment bien gérer tout son planning, gérer la facturation, le suivi des ordonnances, puisque l'infirmière agit sur prescription médicale. Donc, elle doit vérifier justement la validité des ordonnances et la durée des ordonnances. Et il faut bien maîtriser la nomenclature parce que sinon, les ennuis arrivent. La commission des indus. Oh, c'est franchement quand on est infirmière et qu'on fait des erreurs de facturation, une erreur, ça peut arriver, mais malheureusement, voilà, quand il y a beaucoup d'erreurs, on passe à la commission des indus parce que on se fait contrôler, nous aussi, vous voyez, c'est comme les médecins. On se fait contrôler aussi bien pour la quantité de prescriptions que nous faisons pour les patients, autant que pour ce que nous facturons comme honoraire. Voilà, c'est pas, on ne facture pas ce qu'on... L'infirmière, elle est responsable de ce qu'elle facture, autant des soins qu'elle prodigue. Et si elle ne respecte pas cette nomenclature, donc du coup, la commission des indus, et elle rembourse, elle passe à la caisse. Donc, il faut vraiment bien entendre qu'on a tout un côté législatif comme l'infirmière en structure. On est responsable des soins que nous faisons, des médicaments que nous donnons, même si le médecin fait une prescription, que ce soit en hôpital comme en ville. Si vous estimez
que ça peut être délétère pour le patient, avant de donner les médicaments, vous vous assurez toujours que ça soit bien en accord avec le médecin. C'est-à-dire que le médecin ne se soit pas trompé, qu'il n'ait pas mis du mil au lieu du son. Alors, mon avis sur le libéral, je crois que vous l'avez vu, je suis assez enthousiaste parce que c'est vraiment une dimension du soin que j'adore. On est vraiment éloigné de la médecine hospitalière, on a vraiment déshumanisé, on est vraiment passé en hospitalier à du technique, aux patients de la chambre 24 ou à Madame D. Et c'est vrai qu'en plus de ça, avec le manque de personnel, avec toute une dynamique hospitalière qui est en souffrance depuis des années, on peut perdre vraiment cette humanité dans le soin. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression de le perdre en médecine. Et quand j'ai eu l'occasion de partir en libéral pour faire un essai, franchement, j'ai revécu. Parce que le lien avec le patient, je vous l'ai dit tout au long du webinaire, c'est pas n'importe lequel lien. Une fois que vous êtes entrés, qui vous ont accueilli, qui se sont habitués à vous, mais vous n'êtes pas une infirmière, vous êtes leur infirmière. Vous êtes leur infirmière, même quand ils vous appellent pour... des fois, ils appellent pour pas grand-chose. J'ai des patients, des fois, j'arrive en retard. Ils m'appellent parce qu'ils s'inquiètent, parce qu'ils ont eu peur que j'ai eu un accident ou que ma voiture soit tombée en panne ou que mon fils ait encore fait une migraine, qu'il soit malade. Vous voyez, c'est vraiment... on n'est plus du tout sur la même relation. Et c'est pour ça qu'aussi, il faut avoir une grande faculté d'adaptation parce que justement, quand on est en hospitalier, des fois, on peut passer le relais à des collègues quand ça ne va pas avec un patient. Sauf que nous, effectivement, on peut, en tant qu'infirmière libérale, on peut choisir nos patients comme nos patients peuvent nous choisir. Mais il faut s'adapter parce que le patient, il y a toute une problématique à prendre en charge. Et parfois, il faut un peu de temps pour se faire une place chez un patient. Voilà, donc écoutez, merci pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Merci Alexandrine, c'était hyper intéressant. On sent vraiment ta joie d'être passée sur un statut d'infirmière libérale comparé à ce que tu faisais avant. Donc on a pas mal de questions, donc je vais les lire. Donc pas forcément dans le bon ordre, mais je te laisse rebondir. D'accord. Ouais, la première question, qui est la dernière question, est liée justement à ce que tu disais en dernier, c'est est-ce que tu as retrouvé le goût du soin en passant en libéral? Alors là, franchement, à 200%, oui. Certaines personnes ne seront pas faites pour faire du libéral. Il faut l'entendre. Puisque je l'ai dit dès le début, il faut vraiment de l'autonomie, de l'expertise, de l'adaptation. Donc, seront plus heureux en hospitalier. Moi, pour ma part, en sortant de l'hospitalier, j'ai revécu, en fait. J'ai revécu, j'ai retrouvé vraiment cette dose d'empathie et d'entrain qui m'a caractérisée pendant mes 3 ans d'école et pendant mon passage aux urgences, en fait. Hmm. D'accord, ouais. Alors, autre question, j'ai d'autres questions qui sont très pragmatiques. Il y en a une, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes avec le NGAP pardon, au début? Alors, quand on est remplaçante, en fait, on n'a pas à facturer, mais on doit la connaître. Et c'est là qu'est tout le paradoxe, en fait, parce qu'il faut vraiment prendre le temps de se poser, parce que c'est comme dans tout ce qui est administration française, il y a des soins qui peuvent se cumuler entre eux, il y a des soins qu'on ne peut pas cumuler entre eux. Alors, il faut savoir que l'infirmière, c'est la reine des soldes. Eh oui, l'infirmière, en fait, le premier soin est de côté à 100%, le deuxième est à 50% et le troisième est gratuit. Nous, c'est les soldes de toute l'année. Heureusement, si on connaît bien la NGAP, on sait qu'il y a des soins qu'on peut cumuler ensemble, donc on n'est pas non plus à bouffer des pâtes toute l'année, heureusement. Mais il faut vraiment bien la connaître parce que, en fait, quand on passe en commission des indus, moi j'ai eu des retours sur d'autres collègues et c'est vrai que ça fait mal. Donc, il faut vraiment être à jour là-dessus. D'accord. Alors, question au début, est-ce que tu as eu beaucoup de soins que tu ne maîtrisais pas? Parce que tu disais que c'était très vaste au final le champ des possibles. Est-ce que tu t'es retrouvé en situation un peu bloquée?
Moi, comme l'avantage, c'est que j'ai fait des urgences générales et j'ai fait de la médecine. Donc, on va dire que à 90%, j'ai eu la chance, en fait, aussi bien dans mes stages quand j'étais à l'école que dans mon parcours professionnel, de rencontrer pas mal de soins. J'ai fait de l'hémato quand j'étais en stage. En médecine générale, on débranchait, on rebranchait les chimios. J'ai fait de l'alimentation entérale, parentérale. Donc, en fait, j'en ai vu pas mal. Mais par exemple, les soins de trachéo, j'en avais jamais vu. Donc, la première fois que les premiers remplacements que j'ai faits, quand j'ai tourné avec l'infirmière que j'allais remplacer, on est arrivé sur un soin de trachéo et bah là, j'ai buté. Et heureusement, en fait, qu'elle était là pour me montrer la tournée parce que du coup, elle m'a expliqué ce que c'était. Comment on faisait exactement, parce que moi j'avais une théorie qu'on voit en cours vite fait, parce qu'en général, dans toutes les IFSI, on vous fait un cours vite fait sur la trachéo, mais c'est de l'abstrait. Ça a été vraiment, voilà, c'était le soin qui m'a fait bloquer en fait, ou certains nouveaux pansements post-opératoires pour certaines chirurgies orthopédiques, parce que je n'avais pas fait d'orthopédie quand j'avais été en stage. Il y a des choses voilà, qui m'ont un peu bloqué. Donc, justement, on a l'avantage d'avoir du monde, quand même des collègues, etc., qui peuvent nous aider, qui ont une expertise un peu plus importante que la nôtre et qui peuvent faire le lien. D'accord, donc on apprend tout le temps en tout cas. Mais c'est une profession où on apprend tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai oublié, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais on a ce qu'on appelle une obligation triennale, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de fournir la preuve comme quoi, dans une période de 3 ans, on a fait une formation professionnelle pour évoluer sur notre métier. Ouais, intéressant alors. Ok, alors autre question. Est-ce que les actes ne se font que sur ordonnance et est-ce que tu peux agir sans ordonnance en urgence? Alors, en urgence absolue, oui. C'est-à-dire, si j'ai un patient qui, par exemple, me fait une grosse hypo, Mhm. effectivement, si j'ai le matos pour, je peux être amenée à faire des soins d'urgence basiques. On est vraiment sur de l'urgence vitale. Après, l'infirmière doit toujours agir sur prescription, que ce soit en hospitalier comme en ville. Euh, donc, il faut vraiment se dire que si un patient nous appelle pour une ordonnance, pour un soin, la première chose, c'est est-ce que la prescription a été faite? Sinon, il faut voir avec votre médecin. Nous, on peut faire ça, mais il faut une prescription. D'accord, ok. Alors, d'autres questions un peu différentes. Cette fois-ci, on bascule du côté administratif. Tu fais à peu près combien d'heures d'administratif par semaine? Alors, bah, c'est ce que j'ai dit déjà dans la présentation. Ouais, Je suis à peu près à 4 heures d'administratif à peu près ouais. par semaine parce que c'est vrai que le logiciel que j'ai me mâche beaucoup de travail. Mhm. Une fois que les ordonnances sont rentrées, le logiciel réaffecte les rendez-vous, etc., me prévient quand les ordonnances arrivent à leur terme. Mais bon, il y a quand même tout un contrôle à faire avant d'envoyer justement les facturations aux différentes caisses. Donc, j'en ai à peu près pour 4 heures, à peu près, sachant qu'aussi à côté, on a notre gestion en tant qu'indépendant, donc de l'URSSAF, des impôts, parce qu'il Mhm. faut en payer, Mhm. de la caisse de retraite. Et pour ça, justement, je gagne du temps aussi parce que j'ai pris un comptable. On n'est pas obligé, mais c'est Mhm. fortement conseillé. Donc, on se dégage du temps justement pour garder du temps pour soi. D'accord, super. Alors là, cette fois-ci, on va être pragmatique aussi, mais côté déplacement. Est-ce que tu passes beaucoup de temps en voiture? Et question subsidiaire, est-ce que tu travailles beaucoup à la campagne? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, le temps que tu passes en déplacement et si tu travailles plutôt à la campagne, plutôt en ville? Alors, quand j'étais infirmière remplaçante, j'ai fait les deux. J'ai fait de la ville et j'ai fait de la campagne. Quand vraiment on a un secteur rural, on peut passer des fois un quart d'heure entre deux patients, Hmm. le temps de faire la route d'un point A à un point B. Donc c'est très chronophage. Pour donner un ordre d'idée, j'avais un cabinet vraiment rural où si j'arrivais à peu près à 18-19 patients dans ma tournée, j'avais une tournée de fou. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment dans un cabinet de ville, un cabinet urbain. Parfois, je pose la voiture et je fais 3-4 personnes dans le coin d'un coup.
je suis à une moyenne de 30 patients le matin, entre 30 et 35 patients le matin. C'est énorme. C'est énorme, mais voilà, c'est pas du tout la même chose quand on est en rural. J'ai dit, c'est très chronophage. Le trajet est très chronophage. En ville, justement, voilà, moi, des fois, j'ai 2 patients dans le même immeuble. Je pose la voiture, je fais 3, 4 patients parce qu'ils sont même pas à 20 mètres de la voiture l'un de l'autre. Donc, en fait, on arrive à adapter, en fait. D'où l'intérêt d'être organisé. Ok. Une question qui est liée aussi. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des animaux, alors agressifs ou non, mais quand tu vas chez les gens, justement, est-ce que tu as déjà eu peur de chiens qui te sautaient dessus ou autre? Alors, bon, moi, je suis la Brigitte Bardot, donc j'adore les animaux, mais justement, il y a eu malheureusement de très mauvaises aventures de mes collègues libérales, dont Mm. une qui, on ne sait pas d'ailleurs si elle reprendra son activité parce elle s'est fait mordre par un chien et a été hospitalisée pendant plusieurs mois pour des greffes, pour des surinfections, etc. Euh, donc, je suis quand même très attentive, même si le patient me dit que son chien est gentil, honnêtement, je ne fais pas confiance. Mm. Même si le chien va être calme, il suffit que je fasse une prise de sang au patient ou un pansement et que le patient sursaute ou est mal, le chien peut nous sauter dessus, etc. Et dans ces cas-là, c'est un accident de travail, mais justement, on ne peut plus travailler, quoi. Il faut vraiment prendre le temps d'expliquer aux patients, de leur dire, mettez votre animal dans une pièce à côté. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais je préfère, pour que le soin se passe au mieux. Il faut vraiment bien mettre les barrières dès le début, de façon à ne pas avoir justement d'incident. Ouais. D'accord, ok. Ben, on espère qu'elle va se remettre, ta collègue en tout cas. La dernière question concerne le salaire à peu près. Les étudiants aimeraient savoir à peu près combien tu gagnes en moyenne. Alors, tu n'es pas obligé de donner évidemment le tarif exact, mais une fourchette de prix. Alors c'est pas évident parce Mm. que je vais avoir d'autres infirmières qui vont gagner beaucoup plus que moi. Moi, honnêtement, au bout d'un moment, j'arrête parce que sinon, je joue aux fléchettes avec les patients. En fait, je rentre même pas chez eux, je leur envoie la piqûre. Donc, on va dire que, en fait, ce que vous gagnez en fait sur votre compte peut vous paraître énorme. Euh, mais après, comme on enlève tout ce qui est charge, en fait, on va dire plus de la moitié de ce que vous touchez réellement sur votre compte part en charges diverses, Mm. en URSSAF, en caisse de retraite, etc. Maintenant, c'est pas évident de parler d'une fourchette parce que vous allez prendre des infirmières qui travaillent en région parisienne. Une fois les charges parties, elles peuvent se taper 4000 balles d'honoraires dans leur poche. Moi, je suis un petit peu moins, je tourne aux alentours des 2005-3000, mais c'est un choix personnel parce que déjà, j'estime qu'à 30 patients dans ma matinée, déjà, j'en ai fait une bonne paire. Donc, on a une vie à côté aussi, heureusement. Euh, Honnêtement, les infirmières libérales, elles roulent dans des gros 4x4, c'est juste pour se créer des charges. Sinon, à côté de ça, elles sont comme vous, elles vont faire les courses chez Lidl. Ok, bah écoute, c'était la dernière question. Donc je ne sais pas s'il y a un mot que tu voulais rajouter. En tout cas, c'est très clair, très complet. Et puis on sent vraiment que c'est une espèce d'opportunité, justement, ce statut pour les étudiants ou en tout cas des jeunes infirmières qui ont envie de retrouver un petit peu de soins, un petit peu de relationnel, qui sont peut-être pas dégoûtés de l'hôpital, mais en tout cas qui ont envie de repartir sur quelque chose de plus humain. C'est vraiment ça. Je vous engage, les étudiants, en fait, à demander un stage en libéral pour voir. Comme ça, vous en aurez le cœur net. En fait, comme je l'ai dit, il y a ceux qui vont adhérer totalement et puis il y a ceux qui ne vont pas du tout accepter. Franchement, faites l'effort de le faire parce que vous allez découvrir une autre dimension du soin et je pense que ça peut faire naître des vocations. Mm. Mm. C'est comme ça que toi, ta vocation est née? Pas du tout? Non, honnêtement, non. C'est vraiment quand j'ai vu justement où j'en étais dans le soin, justement que je perdais cette capacité d'empathie et ce relationnel. Où, à côté de ça, j'aimais beaucoup mon métier en lui-même. J'ai vraiment cherché comment je pouvais réintégrer ça en fin de compte. Et c'est vraiment en testant que j'ai revécu. Bah, écoute, super, ça fait plaisir. En tout cas, c'est un bel exemple.
Donc, écoute, c'est fini pour nous, Alexandrine. Donc, merci beaucoup encore une fois de ta participation et puis ta bienveillance et puis tes explications. Pour tous les spectateurs, donc, vous allez recevoir dans un jour ou deux un mail avec le replay justement de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à y aller et puis à partager si jamais vous avez des personnes qui ne savent pas quoi faire. Merci beaucoup, Alexandrine. Je te laisse faire un dernier mot pour la fin si tu as envie. Et puis à une prochaine fois alors. Ah, écoutez, merci à tout le monde pour votre attention et puis peut-être à bientôt en stage alors.